de l'examen clinique, c'est l'interrogatoire. Il faut l'interroger sur sa douleur. Il faut savoir qu'une douleur qui concerne le rachis cervical ne peut ne pas être localisée au rachis cervical. Vous pouvez avoir une irradiation d'une part descendante dans le rachis dorsal, ou pour le rachis cervical haut, une irradiation au niveau du crâne, notamment dans le cas de la névralgie d'Arnold, qui est une irritation de la deuxième racine cervicale, de ces deux, qui donne une irradiation douloureuse occipito-pariétale. Voilà. Vous interrogez ensuite sur le rythme de la douleur. Comme toujours, est-ce que c'est une douleur qui est plutôt mécanique ou est-ce que c'est une douleur qui est plutôt inflammatoire? Sur l'intensité de la douleur, sur sa durée d'évolution, est-ce qu'il souffre sur un mode aigu, sur un mode subaigu ou sur un mode chronique, et sur les facteurs qui ont déclenché cette douleur, est-ce qu'elle est survenue après un traumatisme, est-ce qu'elle est survenue spontanément, est-ce qu'elle s'est installée de façon progressive, rapidement progressive, et sur les facteurs qui la calment, et c'est essentiellement bien sûr le repos, les antalgiques ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Est-ce que cette douleur s'accompagne de manifestations qui pourraient vous faire évoquer une compression neurologique, une compression médulaire? Ça, il faut toujours interroger le patient. D'une part, on recherche un syndrome d'étage. Un syndrome d'étage pour quelque chose qui se passe au niveau du rachis cervical moyen ou du rachis cervical bas, ça pourra être une irradiation dans le bras type névralgie cervico-brachiale, vous savez. Et puis bien sûr un syndrome sous-lésionnel, avec ce qui peut se présenter sous la forme d'une claudication médulaire, non pas une douleur, parce que vous savez que la claudication médulaire ça ne fait pas mal, mais plutôt une impotence fonctionnelle à la marche, avec une fatigabilité, une sensation d'enraidissement du membre inférieur, d'une part. D'autre part, éventuellement une compression coronale postérieure qui pourra se manifester par un signe de l'hermite, vous savez par exemple, parce que le patient fléchit le rachis cervical, ça déclenche une irradiation douloureuse dans toute la colonne, jusqu'en bas, jusque dans les fesses, dans les jambes. Et dernière chose, il faut toujours rechercher les troubles sphinctériens, parce que vous savez qu'une compression médulaire lente par exemple, peut s'accompagner de troubles sphinctériens. Après avoir interrogé sur sa douleur cervicale, vous allez comme d'habitude faire l'inspection. Vous le regardez d'abord de profil et vous regardez si la lordose cervicale est conservée. Vous voyez que c'est le cas, on a une lordose cervicale, une syphose dorsale, mais il faut regarder ensuite le rachis dorsal et le rachis lombaire debout. Donc c'est le cas, c'est conservé. Vous le regardez ensuite de face pour voir s'il n'y a pas d'inflexion particulière de la colonne cervicale. Vous voyez que, quand vous regardez tout droit, vous voyez que c'est pas le cas. Vous regardez globalement le relief de la région cervicale, avec ici les muscles sternocléido-mastroïdiens, ici la pomme d'Adam, ici les clavicules. Bon, le relief, rien de particulier. Vous allez ensuite examiner la mobilité du rachis cervical. Pour la mobilité du rachis cervical, c'est assez simple. Vous savez que le rachis cervical haut, avec le couple C1, C2 notamment, permet les mouvements de rotation. Vous allez demander à votre patient de tourner la tête d'un côté, voilà, et de tourner la tête de l'autre. Très bien. Et vous voyez qu'il a 90 degrés de rotation, après ce qui est normal. Vous allez ensuite mesurer les mouvements de flexion-extension en lui demandant d'amener le menton sur le sternum. Voilà, et là vous mesurez. Normalement c'est 0 cm, et puis de lever la tête au maximum, voilà, et vous voyez que plus de 16 cm c'est bien, chez quelqu'un de jeune on arrive facilement, distance menton-sternum à 20 cm, donc tout ça c'est bon. Dernier mouvement, les inflexions latérales, vous allez lui demander sans hausser les épaules d'amener l'oreille sur une épaule, voilà, du côté droit, très bien, on n'y arrive pas toujours, du côté gauche, et vous voyez qu'on est à plus de 60 degrés d'inflexion latérale. Donc tout ça c'est une mobilité cervicale qui est normale. Ensuite vous allez palper le rachis cervical, et pour palper le rachis cervical il faut avoir quelques repères. Voilà. Vous palpez ici l'écaille occipitale avec les insertions des muscles de la nuque, et puis ensuite vous allez rechercher sur la ligne médiane à palper les épineuses. Voilà. La première que vous arrivez à palper ici, c'est l'épineuse de C2, c'est bien sûr pas l'épineuse de C1, vous savez que l'atlas c'est une sorte d'anneau et qu'il n'y a pas de grosse épineuse derrière, et puis ensuite vous pouvez palper une par une. Les épineuses du rachis cervical moyen sont difficiles à palper, et ensuite vous reprenez le contact avec les épineuses ici, en principe au niveau de C7,
Voilà, qui est la première épineuse qui fait saillir de façon importante, et juste en dessous vous avez D1 qui est souvent la plus saillante. Voilà, donc ce sont vos repères. Vous faites ensuite une palpation paravertébrale, vous savez, pour les massifs articulaires postérieurs, c'est toujours la même chose, étagé, et vous arrivez à vous repérer avec le niveau des épineuses, à peu près à repérer la région qui souffre. Juste un mot, donc, quand vous avez une limitation des mouvements de rotation et douleur au mouvement de rotation, c'est plutôt une atteinte du rachis cervical haut. Quand vous avez une douleur ou une limitation des mouvements de flexion, d'extension ou d'inflexion latérale, c'est plutôt le rachis cervical moyen et le rachis cervical bas. Bon, comme toujours, il va falloir compléter votre examen régional par l'examen des autres structures nerveuses et vasculaires qui passent dans cette région. Pour le rachis cervical, il faut toujours ausculter et palper les carotides, vous le savez, parce qu'il peut y avoir des cas de dissection des carotides qui peuvent donner des douleurs dans le rachis cervical, donc il faudra toujours les palper et les ausculter. Ça donne en principe d'autres signes qui peuvent être associés, des troubles visuels, pourquoi pas un déficit neurologique, d'autres choses, mais il faut y penser. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, il faudra toujours faire un examen neurologique complet en recherchant un syndrome d'étage, donc on fera l'examen neurologique des membres supérieurs. Et puis ensuite, en recherchant un syndrome lésionnel, on recherchera notamment un syndrome pyramidal, en tapant les réflexes membres inférieurs qui pourraient être diffusés, polycinétiques, en recherchant le réflexe plantaire qui, s'il est en extension, on appelle le signe de Babinski, signe en principe l'irritation pyramidale, et en recherchant les manœuvres de Barré et de Mingasini, vous savez, pour rechercher un déficit moteur. Enfin, il faudra toujours rechercher une compression cordonale postérieure en examinant d'une part l'arthrokinésie, vous savez, le sens de position, c'est la sensibilité profonde consciente, et puis ensuite le sens vibratoire avec le diapason pour voir s'il n'est pas diminué par rapport au membre supérieur. Voilà, ça pourrait être tout pour le rachis cervical.